Jambo! Anisokoma? Nangadef? Belle bonjour! Beauté? Mikwaba? Miaouezon? Voilà, très heureux de m'adresser une nouvelle fois à vous à l'occasion de cette nouvelle rencontre avec le frère de combat Kamkama Sabas Makeda Makanda, que j'ai rencontré à la fin des années 80 dans le cadre du MINACAD, Mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop, qui est établi comme l'ancêtre des mouvements kamites qui ont prospéré et qui prospèrent dans la région parisienne. Nous nous sommes retrouvés dans ces années-là pour découvrir, notamment à travers l'œuvre de Cheikh Anta Diop, l'histoire du peuple noir. Cheikh Anta Diop, dans ces années-là, nous avait quittés il y a 3 ans, en 86. Et cette association, le MINACAD, Mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop, avait vocation à faire découvrir cet auteur dont le décès nous l'avait révélé. C'est par son décès que nous avons mesuré l'importance de ces travaux et que des associations un peu partout dans le monde et aussi à Paris ont voulu faire un travail de vulgarisation pour donner à notre public l'occasion de découvrir l'œuvre de ce savant ostracisé qui, à travers ses conférences et ses nombreuses publications, nous avait donné l'occasion de redécouvrir l'antériorité des civilisations nègres, le berceau africain de l'humanité, dans le but de réussir ce que lui-même il a noté, dans le but de réussir d'opérer la restauration de la conscience historique et culturelle africaine. Donc, c'était ça vraiment l'objectif majeur de Cheikh Anta Diop, réussir notre renaissance par la restauration de notre conscience historique et culturelle en vue de construire les États-Unis d'Afrique, de faire l'État fédéral. Parce que Cheikh Anta Diop a été certes un grand savant, un grand scientifique, mais c'était aussi un homme politique. Pour lui, la science doit aider à réussir dans le domaine de la politique. La science, pour la science, n'a pas de sens quand on découvre les travaux de Cheikh Anta Diop dans sa globalité. En tout cas, le MINACAD, où j'ai rencontré pour la première fois Kamkama, avait donc cette vocation de promouvoir, de vulgariser les œuvres de Cheikh Anta Diop et ses idées. Et donc, depuis ces années que nous cheminons ensemble, alors que moi, j'ai prospéré ou plutôt développé les activités dans le domaine de la librairie, dans le domaine de la mobilisation des meilleurs contenus afin que les nôtres y aient accès. Kamkama travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que ces contenus soient disponibles pour les tout petits. Sa conviction profonde que l'on retrouve dans ses publications est que tout ce travail de restauration de la conscience culturelle, historique et culturelle africaine n'a pas d'avenir si les tout petits, ce qu'il appelle les tout petits, c'est une expression que j'aime bien, que je récupère de lui, si les tout petits ne sont pas tout de suite intégrés dans le projet de production et de diffusion des supports d'information. C'est en suivant sa recommandation et c'est avec son insistance que Tamery est parti d'une offre de 50 livres à une offre aujourd'hui
de peut-être 1000 livres dédiés aux tout petits, dédiés aux adolescents, aux enfants. Je voudrais donc le remercier d'avoir eu cette vision, d'avoir compris cette nécessité et d'œuvrer chaque jour à ce que cela soit effectif. Nous avons l'exemple de bébé Cheikh Anta Diop, qui est dans l'une de ses publications, tout comme nous avons l'exemple de bébé Isis Anta. Plusieurs autres ouvrages dédiés aux tout petits existent. Ils ont été commis par Kamkama et nous voulons vraiment, nous nous en réjouissons, nous le remercions, nous lui souhaitons beaucoup de prospérité, beaucoup de courage. Nous sommes tout à fait ralliés à sa position de dire que les tout petits doivent être intégrés dès qu'ils sont dans le ventre de leur maman dans le projet de diffusion, de mise à disposition de ces contenus sans lesquels notre renaissance ne sera qu'un discours. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de sa première œuvre. Il pourra corriger de l'une de ses premières œuvres majeures dédiées aux adultes. Cette œuvre a pour titre « Tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs. Et alors? Et après ?» Donc, en sous-titre, il met entre parenthèses « Invitation à une approche contre-intuitive de l'œuvre de Cheikh Anta Diop ». Donc, c'est donc pour nous aujourd'hui l'occasion d'échanger avec lui, de le rencontrer autour de cette œuvre qui est donc le fruit d'une expérience plus que trentenaire, d'évolution, de présence, d'activité, d'apprentissage dans l'univers, dans la camistosphère parisien et par extension dans la camistosphère mondiale. C'est donc autour de cette œuvre et sans doute des autres qu'il a écrits spécifiquement à l'attention de tous nos petits que nous le rencontrons aujourd'hui et dans les jours qui viennent afin d'échanger, afin de découvrir ensemble ce qu'il a voulu partager avec nous en écrivant cet ouvrage conséquent dédié aux parents adultes. Je voudrais donc vous remercier d'être venu prendre part à cette rencontre et vous dire que l'occasion va ainsi nous être donnée de le pousser dans ses derniers retranchements dès maintenant afin qu'il nous dise comment réussir à mettre les parents dans le train de la renaissance avec les enfants. Et je vous remercie et je laisse la parole au frère de combat Kamkama. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Narmer, Marie. Narmer a parfaitement résumé je dirais, mon positionnement, tout le travail que je fais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté. Alors déjà, c'est vrai, pour être précis, 35 ans en arrière, c'est 88 qu'on se rencontre au Minacad. Et là, alors, il y a des aînés que on ne voit plus tellement parce que ce sont les aînés. Alors, il y a quand même un dont on entend parler encore beaucoup, c'est Doumbi Fakouli. Donc, vous voyez, les aînés, lorsque je dis les aînés, eh bien, l'âge, on pourrait dire minimum, parce qu'il y en avait encore d'autres, mais bon, on va dire,
je ne les évoque pas. Et donc, Djibril. Djibril Ning. Oui, Ning. Et tu te souviens de Cissé? Je vis de Cissé, oui. de Tété, Théodore. Oui, oui. Hein, donc, nous, on était les petits jeunes de l'époque. Et alors, celui qu'on ne peut pas ne pas citer, voilà. C'est Kovi Gomez, Rek Miré. C'est lui. Alors, je vais le dire, plus jeune que moi, qui était l'attraction du Minacad. Alors, j'ai su que c'est pas lui qui a créé le Minacad, mais il est arrivé assez tôt. Celui qui lance l'idée, c'est Numa. Tu te souviens de Numa? De Numa, voilà, tout à fait. Le frère Numa, Guy Numa. Et il en parle très vite à Djibril, Ning. Et on n'a pas cité la sœur. Lily Trent des États-Unis, 80 ans ou 82 ans aujourd'hui. Oui. Et donc, il y avait tout ce beau monde. Et on pourrait dire la star, c'était Kovi Gomez. Parce que son savoir était tellement immense déjà. Je peux même dire son âge à l'époque. Il avait 24 ans. Et moi, j'ai 4 ans de plus que lui, peut-être 5, je ne sais pas. Et donc, on venait tous pour apprendre, les grands comme les petits. Hein, les plus âgés que lui, alors plus petits que lui, il n'y avait peut-être pas. J'ai su que Lasconi était venu un peu lors qu'il y avait les grandes conférences, mais en général, c'était lui le plus jeune, mais c'était le maître avancé. Donc, on venait tous et on apprenait. Beaucoup, on découvrait, je dirais moi surtout. Moi, la première fois qu'on me parle de Cheikh Anta Diop, 2 ans avant d'arriver au Minacad, je dis, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai, ne m'embêtez pas avec ces propos-là, ne me faites pas perdre mon temps, vous voyez? Et pendant, alors pas pendant 2 ans, on m'a pas, je dirais, embêté avec ça pendant 2 ans, mais comment dire, 2 ans après, une personne vient me redire la même chose, je l'envoie sur les roses, parce que pour moi, c'était pas possible. Jusque-là, j'avais donc presque 30 ans, j'avais exactement entendu le contraire, donc ça ne pouvait pas être possible, d'autant plus que j'étais un enseignant confirmé, hein, certifié, et l'inspecteur qui nous a reçus pour nous féliciter, le groupe, nous a dit, vous êtes l'élite de la nation. Hein, et donc, je me croyais vraiment une élite intellectuelle, cultivée, puisque j'étais professeur, et comment dire, l'inspecteur nous confirmait cela, que nous sommes dans l'élite de la nation. Et lorsque donc on me dit ça, je dis n'importe quoi, c'est pas possible. Si c'était vrai, je le saurais, puisque je suis dans l'élite. Hein, et comment dire, donc c'est un travail qui a été fait. Alors en seconde position par Kovi Gomez, mais en première position par un jeune de l'âge de Gomez aussi, qui était étudiant, Eric Caberia. Je ne sais pas si il n'est pas venu beaucoup au Minacad. Hein. Bon, il y avait Jalta par contre qui venait souvent. Vraiment Jalta, oui. Et donc c'est tout d'abord lui qui va me coller fin 87 pour commencer à me dire ça. Je l'envoie balader, mais lui il tient 4 mois, 5 mois. Hein. Et voilà comment j'arrive à entrer enfin dans cette pensée diopienne immense. Et je dis aujourd'hui que je suis pas, je considère pas encore que je suis dans l'élite intellectuelle, parce que lorsque je vois ce que Jean-Charles Kovi Gomez, mais plus encore Cheikh Anta Diop, il a comme savoir, je me dis j'ai encore du travail pour considérer que je suis dans l'élite intellectuelle, on va dire mondiale. Hein. Alors, je commence par présenter les livres auxquels je tiens le plus. Narmer a dit, il a bien dit les choses, mon œuvre majeure pour les adultes, c'est vrai, hein, mais tout confondu, mon œuvre majeure est là. Dans ces 5 petits livres,
très minces, vous voyez, hein, ils sont très minces comparés à celui-ci. Et là se trouve mon œuvre majeure. Alors, si vous avez bien suivi ce que Narmer a dit, vous devriez savoir lequel dans les 5 est mon œuvre majeure. Si je dis 2, vous comprenez peut-être encore mieux, c'est lequel mon œuvre majeure? Le frère à qui j'ai demandé gentiment de rester, qui a voulu spontanément. Alors, ce serait quoi mon œuvre majeure? Parce que non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il est épais, tout ce qu'on veut. Et j'avais même voulu le présenter presque 2 fois plus volumineux. Il est déjà réalisé, mais j'ai pas eu le temps de relire. De là, je me suis contenté de ça. Et donc, même 2 fois, 10 fois plus volumineux, c'est là que se trouve mon œuvre majeure. Alors, je vois, on n'a pas été bien suivi dans le propos. Eh bien, voilà. Alors, tout d'abord, chez Conta, c'est le number 1, hein, bébé chez Conta. Et ensuite, Easy Santa, qui est aussi pour les bébés, même tranche d'âge, les 3 à 12 mois. Et c'est ma fille Easy Santa. Pourquoi je l'ai mise en scène? Parce que ce sont déjà ces dessins qui se trouvent dans mes premiers livres. Là, ce n'est plus elles, ce sont des dames qui maîtrisent les logiciels de dessin. On est passé au logiciel de dessin. Mais initialement, là, et dans tout le livre, c'était ces dessins. On a remplacé certains dessins, on va dire, qui, dans l'air du temps, sont moins plaisants. Hein. On aime bien les dessins maintenant au logiciel, un peu moins à la main. Mais j'ai gardé quand même certains dessins faits à la main par elle. Voilà un dessin. Elle devait avoir 5-6 ans. On peut la voir ici, derrière, en réel. Ce n'est pas une photo. Ce n'est pas un dessin, c'est une photo. Et ce petit dessin, il est bien parce que tous les enfants qui sont à la maternelle, les un peu plus grands, moins, mais ceux qui ont 7-8 ans, mais tous ceux qui ont la maternelle disent « Il est à l'envers ce dessin, il est à l'envers, il est à l'envers ». Et pourquoi? Parce que vous comprenez que pour eux, le cœur, c'est pas comme ça. Et bien, pour ma fille, à cet âge-là, pour elle, le cœur pouvait être comme ça aussi. Hein. Et je le dis quand même aux enfants, mais c'est bien cette position-là, c'est pas comme ça. Et je leur dis, il y a un indice. Alors, généralement, en maternelle, ils ne trouvent pas. Mais les plus grands, en réfléchissant, hop, ils voient l'indice. C'est le prénom, son prénom que ma fille a écrit. Donc, en maternelle, déjà, on sait écrire son prénom, au moins. Eh bien, elle l'a écrit correctement. Son prénom est bien mis. Hein. Donc, voilà un dessin d'elle qu'elle faisait dans l'insouciance à la maternelle. Hein, elle dessinait comme tous les enfants. Je vais vous montrer encore un autre que j'aime beaucoup, c'est ça, voilà, celui-ci, la petite maison. Et je dis que c'est la maison familiale des Diop à Tietou. Voilà. Hein. Et donc, vous voyez, voilà, des beaux dessins. Je vais vous montrer un dernier, c'est celui-ci, la Renaissance africaine. Voilà comment je l'ai nommé. C'est pas elle qui a mis le titre, c'est moi. J'appelle ça la Renaissance africaine. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce livre avec elle, bébé Easy Santa, parce que des parents m'ont dit, comme il y a un petit garçon, faites aussi une petite fille. Hein, et c'était une idée géniale. De là, dès que j'ai pu, je l'ai fait. Et voilà comment j'arrive à bébé Easy Santa et bébé chez Conta. Hein. Et c'est pas mon premier livre, c'est les derniers que j'ai pu faire. Il y a à peine 2 ans. J'ai commencé il y a déjà 10 ans, février 1923. Février 1923, ça nous rappelle, pour le mois, c'est celui dans lequel est décédé Cheikh Anta Diop, un 6 ou 7 février. C'est 7, sans doute, c'est 7. Et donc, j'ai voulu le faire sortir à ce moment-là, février, hein, le mois de février. Et c'est lui mon premier. Après, on suivi ces deux-là, mais et surtout parce que c'était mon premier ouvrage. Je voulais le faire pour les 3 à 9 ans, et c'était ma première expérience. Finalement, j'ai trop mis, hein, j'étais trop savant, on va dire, entre guillemets, hein, puisque je viens de dire que lorsque j'ai découvert Cheikh Anta Diop, au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que j'étais un parfait ignare, tout simplement, et loin d'être élite intellectuelle.
on va dire peut-être dans le contexte occidental, mais dans, je dirais, le contexte mondial même, non, pas du tout. Et donc, j'ai dégraissé ça pour donner Cheikh Anta Diop pour les 3 à 9 ans. Là, je suis parvenu. Et puis, dans la foulée, j'ai créé Isis Anta, puisque des parents me l'ont demandé. Hein. Alors, je dirais, j'aime bien être un peu, alors pas seulement provocateur, mais faire en sorte d'aller droit au but. Hein. Qu'on aille à l'essentiel. Moi, si je dirais, je m'adresse à vous et je dirais à toute la communauté africaine, on pourrait dire afrodescendante aussi, hein, mais lorsqu'on dit africaine, on doit comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle la diaspora, l'afrodescendance. Alors, il y a Amama-Zama, vous connaissez Amama-Zama, hein, la sœur, la Mambo hein, de Afrocentricity International. C'est la, on va dire, la chef du groupe. Et elle aime bien dire, mais pourquoi il y a des afro-descendants apparemment, ce serait un terme qui existe uniquement chez les Noirs, pour les Noirs, alors que elle n'a jamais entendu les Chinois descendants, les Arméniens descendants, les Juifs descendants. Il n'y a que chez nous qu'il y a des afro-descendants. Donc, elle veut dire par là, on devrait nous nommer, nous qui sommes dans les Amériques. Alors, je dis nous parce que moi-même, je viens des Amériques noires, je suis de la Guyane. On devrait se nommer Africains. On pourrait dire Africains de Guyane, Africains des États-Unis, Africains du Sénégal, on peut le dire comme ça, Africains du Cameroun, etc. Hein, mais c'est le mot africain qui devrait dominer. Et je suis d'accord avec elle. J'emploie quand même le mot afrodescendant parce que beaucoup de gens le connaissent comme ça et pour se faire comprendre vite, je l'emploie. Mais je suis d'accord avec la sœur Amama-Zama. Comment dire? Donc, mon but, c'est d'amener toute la communauté à, alors je vais dire, à m'arracher ces livres-là, comment dire, toute la communauté, je dis bien, hein, et de là, eh bien, je vais être milliardaire. Hein, mais si je suis le seul à faire ça, on ne sera pas bien avancé. Et justement, je vais considérer que j'ai réussi lorsque j'aurai amené une multitude d'auteurs panafricains, kamites, à produire ce type d'ouvrage pour les bébés. Hein? Et on peut dire, ouais, mais il y aura la concurrence. Non. Il y aura une telle demande dans la communauté pour que nos bébés soient inondés de ce type d'ouvrage qu'on pourra être nombreux à devenir milliardaires. Hein? Et c'est là qu'on sera une force. Hein? Tant qu'on sera un, on ne va pas peser face aux milliardaires américains, japonais, chinois, etc., indiens. Hein? Donc, qu'on soit des milliers à produire des ouvrages comme ça, dès la naissance, moi je dis dès 2024, il faudrait qu'il y ait une centaine de livres comme ça pour les bébés. Hein? Là, pour l'instant, je suis le seul, malheureusement. Les sœurs et frères qui écrivent déjà pour les enfants, on est une petite dizaine. Il y a par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, Djouti Billon. Non, vous ne connaissez pas. D'accord. Jalissa Sekmet. Non. Eh bien, tout ça, c'est des gens qu'on devrait connaître. Et on ne les connaît pas. Parce qu'on n'a pas compris que, moi je dis, c'est ces gens-là qui font le travail le plus profond. Hein, tant qu'on ne va pas comprendre que c'est les enfants, non seulement l'avenir, mais ceux qui sont le mieux à même d'intégrer ça quasi spontanément, instantanément, et donc arriver à cette prise de conscience dont a parlé Narmer. Hein, alors, j'ai une phrase que je vais terminer, mais on va le faire ensemble tout à l'heure. Pour avancer, parce que je ne veux pas être trop long,
En plus du titre, tous les pharaons, sans exception, étaient des Noirs. Et alors, et après, c'est là qu'on doit appuyer sur le et après, c'est pour cela que je l'ai mis en rouge. Eh bien, dans la 4e de couverture, j'ai mis 3 lignes avant de mettre la 4e proprement dite. Eh bien, j'ai écrit plaidoyer, ce livre-là, c'est un plaidoyer auprès des panafricanistes de tous bords, donc les garvéistes, les kroumistes, on peut employer le terme, mais aussi les kémites parce que eux, c'est qui leur père fondateur? C'est Diop. Hein, donc les kémites, j'ai dit, au premier rang les kémites, hein, les kamites. Moi je dis kamites. Les premiers rang les kamites, et dont je suis un kamite. Hein. Eh bien, ce livre-là est un plaidoyer auprès des panafricanistes de tous bords pour qu'ils se décident à éduquer, éduquer, je l'ai mis en rouge, la jeunesse africaine et afrodescendante dès la première tétée. J'ai trouvé un mot un peu meilleur ces derniers temps. J'avais déjà envoyé le livre à l'imprimeur. C'est dès le premier souffle. Hein, avant même de prendre la première tétée, lorsqu'on sort du ventre de maman, eh bien, il y a le premier souffle. Eh bien, dès le premier souffle. Mais j'avais déjà dit avant, j'avais fait mieux. Ce que j'avais dit, Narmer l'a dit aussi, dès dans le ventre. Donc, on est encore même avant le premier souffle. Dès dans le ventre, on doit commencer à éduquer. Les enfants, ils entendent, ils captent déjà beaucoup de choses. Ouais, il y a une méthode pour le faire pour les enfants quand ils sont dans le ventre. Par exemple, moi, je mettais du jazz, c'était Nuga Garça, c'est une afro-descendante. Et du coup, elle avait un morceau qui était sur les royaumes perdus africains. Oui. Donc, du coup, je mettais les écouteurs sur le ventre de mon enfant pour que ma fille puisse entendre du jazz afro. Parce que tu sens le jazz, c'est afro. Mais en plus, qu'il y a une histoire derrière à travers le titre. Donc, comme ça, l'enfant est déjà dans tout à fait. Une symbiose, parce qu'à travers l'eau, à travers les vibrations, il peut sentir ce genre de choses. Oui. Ah, et donc, non seulement toi, ce que tu as, on va dire, mis en scène, mais tout ce que tu ne mets pas en scène aussi, l'enfant déjà l'entend, le capte. Il y a bon, je m'appelle Abalo. Donc, pour aller dans le même sens, et dès la première tétée, moi, je dirais bien avant la première tétée, et en faisant allusion à un auteur qu'on appelle Jean-François Scripzac, qui a été professeur de français à mon fils et au lycée de Montbrison dans la Loire. Jean-François Scripzac a écrit 3 livres. Le premier est intitulé « Le fœtus, c'est adulte ». Le fœtus, c'est adulte. Alors, il expliquait comment l'enfant, dès le ventre, dès les premiers jours de sa conception, observe les gestes, les bruits et tout ce qui se passait dans la maison. Et tu as parlé de musique, et la musique que jouaient, les sons qui vibraient autour de ce fœtus, eh bien, il gardait tout cela et ça formait les débuts de sa vie sur Terre. C'est ça le premier livre. Le second s'appelle « De 0 à 6 ans », toujours de Jean-François Scripzac. Et dans ça, il dit que l'homme est fabriqué déjà à 6 ans. Il a tout acquis et il ne reste, ce qui le transforme après, ça avec des acquis de gauche à droite, ce qu'il aura enseigné, ce qu'il aura vu autour de lui. Et le troisième livre est intitulé « L'inné et l'acquis ». Donc, il est resté sur cette période de la vie. Donc, l'inné et l'acquis qui explique le second titre. Donc, voilà, Jean-François Scripzac. On peut écrire comme ça. Moi-même, je vais le consulter. Alors, c'est comment ça s'écrit? Et bon, d'abord Jean-François et Scripzac, c'est un nom polonais. S-Z-C-H R-I-P
Z-A-C. Quelque chose comme ça, on va vérifier. Hein. Quand dès qu'on met les deux premières lettres, ça apparaît. Le nom apparaît en entier. D'accord. Ouais. Oui. Donc, Jean-François Skripczak. Moi-même aussi, alors, tu as dit qu'il est donc polonais, c'est ça? D'origine polonaise. Moi-même aussi, j'ai eu à consulter des auteurs qui ne sont pas, alors non seulement de la communauté, mais qui ne sont pas, je vais dire, panafricanistes, encore moins kamites. C'est un Américain blanc, Dodson, Fudzig Dodson. Alors, il est américain, mais il doit venir peut-être de Suède, un truc comme ça, Scandinavie. Et c'est lui que j'ai consulté. C'est un best-seller qui est très connu. C'est Tout se joue avant 6 ans, qu'on trouve à la FNAC. Et ça fait plus de 40 ans, hein, c'est un best-seller. Et il y a aussi un japonais, c'est le fondateur de Sony, le groupe Sony. J'oublie son nom, qui a écrit encore plus fort Tout se joue avant la maternelle. Hein? Donc, il y a quelques ouvrages. Il faudrait qu'on puisse, ces prochaines années, avoir des auteurs de chez nous qui aussi traitent la question. J'ai trouvé qu'une fois un auteur de chez nous, il n'est pas auteur, simplement c'était une vidéo, il en parlait, apparemment il était spécialiste du domaine. La manière dont il parlait, il me paraissait très pertinent, posséder son sujet, mais je n'ai jamais vu de livre de quelqu'un de chez nous que j'appelle nous sommes qui? Nous sommes pour moi les matriotes. Alors, je n'ai pas dit patriotes parce que patriotes, nous ne sommes pas de tradition patriarcale, nous sommes de tradition matriarcale. Donc, nous sommes des matriotes. Eh bien, il faudrait que des matriotes aussi traitent ces questions-là pour qu'on puisse apprendre et comprendre et, je dirais, mener nos enfants à l'excellence. Oui. Excusez-moi. Oui. Je viens du Gabon. J'aimerais poser la question en tant que Bantou à l'élite intellectuelle que vous êtes. Qu'entendez-vous par... parce que chacun peut avoir sa résonance. Qu'entendez-vous, vous, par matriarcal? Très simplement, hein, parce qu'on peut toujours aller dans les grandes définitions, les grands développements. Moi, je dis c'est un système à partir duquel les droits sont transmis. Alors, tout d'abord, la femme est au centre. Et on pourrait même dire plus au centre que l'homme. Et ça peut se voir à travers, par exemple, les droits sont transmis à l'enfant par la maman. On pourrait dire par la famille maternelle. Hein, ou encore, par rapport à la royauté, on est roi parce que sa maman est dans la lignée royale. C'est pas papa qui compte. C'est ce qu'on trouve en Afrique, je vais dire, souveraine, l'Égypte antique, la Nubie antique, avant l'Égypte. Hein, l'Égypte, c'est, moi je dis le summum, mais c'est pas le début. Bien avant l'Égypte, l'Afrique avait déjà commencé à briller. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. La femme est au centre, plus que l'homme. Et je vais donner un autre exemple. Dans mon dernier livre, alors je n'ai pas pu le faire paraître là, je l'avais annoncé à Narmer, mais je n'ai pas pu. C'est les grandes inventions africaines et afrodescendantes racontées à nos filles et fils. Là-dedans, je dis, dans le panthéon de l'Afrique antique, qu'on connaît bien à travers l'Égypte en particulier. Hein, c'est là qu'il y a eu le plus d'écrits dans l'Antiquité. Personne n'a produit autant d'écrits que l'Égypte antique dans l'Antiquité. En tout cas, de ce qu'on a. Hein. Eh bien, dans le panthéon, les femmes sont... C'est une femme qui est au centre. Alors, il faut distinguer deux niveaux dans les divinités. Il y a ce qu'on appelle la divinité unique. C'est Atum, on l'appelle Atum. On l'appelle Ré, on l'appelle Amon, Imana. Hein, la divinité unique qui va créer tout le reste, y compris ce qu'on va appeler les divinités secondaires. Donc, la divinité unique n'entre pas dans ces catégories humaines, homme-femme. Hein, Atum, Amon n'est ni homme ni femme. Ça, c'est des catégories humaines. Et donc, dans les dieux secondaires, là, on aura homme-femme.
eh bien, la divinité secondaire première, c'est une femme. Qui pourrait nous dire qui est cette divinité? On ne fait que parler d'elle. On ne parle que d'elle lorsqu'on se met à parler de spiritualité. Il n'y a qu'une. Non, Inanna, c'est le Dieu unique. C'est un des noms du Dieu unique. Isis? Non, Isis, c'est toute petite par rapport à elle. La Mahat. Voilà, Mahat. Mahat. Hein, c'est une femme. C'est, Dibombari nous le dit, Tefnout. Hein, Atum dit Tefnout. Il rajoute Mahat, c'est son nom. Ton nom, c'est Mahat. Hein? Et comment dire? Eh bien, il n'y a pas plus grand que Mahat dans les divinités secondaires. Hein? Chou qui arrive en même temps, eh bien, on n'entend pas beaucoup parler de Chou. Mahat, c'est la totalité. C'est la totalité. Oui. Donc, voilà, c'est ça, matriarcat. Lorsqu'on dit matriarcat, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Dans ma tradition, il y a quelque chose qui va dans ce sens et où la femme est mise vraiment au devant de tout. La mère primordiale, la fille primordiale. Et si j'exagère un peu, moi, mes enfants, mes filles, je ne peux pas les appeler par leur prénom directement. Je les appelais Tassi, je dois les appeler Tassi. Tassi veut dire la tante. Donc, nos enfants, nos filles, ma fille est ma tante directement. Donc, c'est pour expliquer un peu ce que vous venez de dire et montrer que la femme est au-dessus de tout. C'est elle le foyer. C'est elle l'atome même duquel tout est parti. Tout à fait. Qui est au-dessus de tout. C'est ça. Et une précision, Narmer, j'espère qu'il m'écoute, souvent, nous, on va reprendre cette idée. Je dis reprendre parce que, je vais dire, c'est les Blancs qui ont dit ça. C'est eux qui parlent, c'est eux qu'on entend, c'est eux qui disent. Ils disent que on donne à la femme la primauté. Les sociétés dans lesquelles on donne à la femme la primauté, c'est celles qui sont primaires. Et donc, comme eux, c'est l'homme qui a la primauté, ils sont, on va dire, au-dessus. Hein? Et ils disent, et nous on reprend, c'est parce que on va dire, on est, comment je vais dire, on est physique, on n'est pas trop intellectuel. Et de là, comme on voit l'enfant sortir du ventre de la maman, pour nous, c'est ce qui compte. C'est le physique, pas l'intellect. Et donc, en cela, nous sommes un peu primaires. On n'est pas capable de s'élever pour, comment dire, rattacher l'enfant, on va dire, à la limite, à celui dont on n'est pas sûr que c'est lui le père, que c'est lui qui a enfanté. Hein? La mère en est sûre, puisqu'on voit l'enfant sortir du ventre de la maman. Le père, on peut toujours avoir un doute. Oui. Alors du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, du coup, on parlait aussi de la culture fan. Pour les fans, il y a fan pour nous, tout ça. Donc, du coup, pour nous, l'impact généalogique est vraiment très important. C'est-à-dire que on va toujours, par exemple, si on va se mettre avec quelqu'un, si une femme va se mettre avec quelqu'un, on doit savoir de quel village il est, mais on doit connaître 4-5 générations avant. Ce qui veut dire que sur les 4-5 générations qu'on va avoir avant, on va devoir savoir s'il y a eu des mélanges entre-temps afin de ne pas inconsciemment avoir un enfant, comment on appelle ça, avec des problèmes, quand il y a des consanguinités, comment on appelle ça oui, bon, je n'ai pas le terme, si quelqu'un connaît. Voilà, oui. Du coup, en général, pour la partie de l'Afrique centrale, et du côté, on va dire, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, où on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de partie consanguin. Deuxièmement, après, dans la famille femme, après pour ma part, à Mbini, en Guinée équatoriale, ce sont les femmes qui, du coup, ont un certain choix. C'est-à-dire que
Par exemple, quand on était petit, on a dû tous se mélanger. Et c'était le choix des femmes. Mhm. C'est-à-dire que tous les enfants de tout le monde Mhm. devaient vivre pendant 4-5 ans dans les maisons des autres personnes. Mhm. Mhm. Donc des autres oncles et tantes et Ouais, tout ça. d'accord. Donc pour pouvoir créer quelque chose encore de plus grand. Mhm. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de problème de consanguin. Et en même temps, par même occasion, on essaye de mélanger les oncles, les oncles tantes, on essaie d'avoir tous les neveux pendant 400 ans pour pouvoir créer encore un plus grand espace. Et quand il y a des réflexions qu'on doit parler tous en famille et autres, l'homme a sa place. Mhm. Il doit parler aussi, Mhm. mais on doit savoir qui est l'homme. Mais parfois, moi, je vois même pour ma fille, ma mère a eu plus de décisions parfois Mhm. avec la mère avec la mère de mon enfant, on va dire la grand-mère. Oui. Elles ont eu plus de discussions qui étaient plus importantes que même moi, parfois, j'ai voulu prendre mes Mhm. propres choix. Mhm. Dire qu'elles avaient, en tout cas dans ma famille, elles avaient plus d'impact dans certaines décisions. Et s'il y avait des excuses à faire, ma mère disait il faut que tu t'excuses là-dessus. Mhm. Donc là, j'avais pas le choix. C'était, voilà. Mhm. Excusez-moi, j'ai un souci au niveau des mots. Mhm. Je suis un artiste de l'oralité et de la poésie, je suis slammer, Mhm. et je m'interroge beaucoup sur les mots et le sens qu'on donne aux mots. C'est pour ça que j'ai posé la question sur à l'élite que vous êtes, sur... Faut pas trop le dire, j'ai dit je suis pas élite. Depuis que j'ai découvert Diop, alors tout d'abord je me suis rendu compte que j'étais un ignare, mais en le lisant, en relisant, je me suis un peu élevé, mais je suis pas élite. Chez nous les Bantous, élite, dans notre langue maternelle et traditionnelle, on va parler des écans. Les écans sont des élites. D'accord. Et la personne qui se tient devant nous et qui tient un discours avec des arguments, qui a la maîtrise d'une science, c'est un écan. C'est en cela aussi que je vous reconnais comme étant une élite. Cependant, moi, ma question, il est sur le mot. Sur le mot. Le mot. Parce que, D'accord. comme je disais, je m'intéresse aux mots. Je pense que les mots sont support de communication et le véritable problème qu'on a en tant qu'être humain, c'est la communication. Le mot matrilinéaire. Oui. À côté de ce mot matrilinéaire, on aura le mot matriarcal. Oui, le matriarcat. On dit alors, matriarcal, l'adjectif. Oui. J'ai à mon oreille l'impression que vous avez donné la définition du mot matrilinéaire au matriarcal. Alors, à mon oreille. D'accord, je vais vous répondre. Oui. Mais terminez votre question. Parce que moi, ce que j'entends, matriarcal, un peu comme patriarcal, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Oui. Et donc, nous, par exemple, dans notre société bantou, l'homme a le pouvoir et a l'autorité. Cependant, il y a maintenant l'autre mot, matrilinéaire et patrilinéaire. À ce moment-là, on ne définit pas l'autorité et le pouvoir. Oui. On définit le lignage. Oui. À ce moment-là. Et donc, c'est la définition que vous avez donnée sur... donc, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas les bonnes définitions, ce n'est pas notre langue, mais pour une meilleure compréhension et communication, j'aimerais revenir là-dessus. Oui, je peux préciser. Comment dire, patriarcat, je dirais, c'est le mot général qui englobe donc la matrilinéarité, comment dire, certes, j'ai donné comme exemple la succession des droits, le nom, le patrimoine, etc. Mais j'ai donné aussi deux autres exemples. Alors, celui que j'ai en tête là tout de suite, c'est Maat. Là, c'est pas la lignée, c'est pour vous dire, regardez en Afrique antique, quel est le dieu le plus, je ne voudrais même pas dire dieu, hein, c'est la déesse la plus considérable. C'est une femme. Hein, et là, le pouvoir dont vous parlez, il est clair. Hein, quelle est la plus considérable? C'est Maat. Hein, là, je ne parle pas de transmission. Hein,
le stade, je dirais, des divinités, c'est le plus élevé. Hein, eh bien, tout découle, je dirais, de ce stade. Tout ce qui se passe à notre niveau découle de ce qui est défini au niveau des divinités. Eh bien, je vous redis que c'est Maat la plus puissante. Hein? Alors, là, je dis quelque chose qui n'est pas repris souvent dans la kamitosphère. C'est un sujet complexe parce qu'au fait, chacun, aussi en tant qu'Africain, il y a 2000 cultures. Donc là, on parle de le high level, là, ce que vous êtes en train d'expliquer par rapport à l'Égypte antique. Donc, je pense que les gens vont se référer à l'Égypte antique, du coup, par rapport à une référence en termes de global. Mais du coup, pour eux qui sont du coup enracinés, et moi je suis aussi né au Gabon, on a un truc, c'est une Nzam. Oui. Donc Dieu, c'est, il représente tout. Tu vois, vraiment, on a une expression qu'on dit toujours, Eke Enterenzamo. Donc, oh mon Dieu. Et donc, pour nous, dans notre ancrage, du coup, qu'on a, c'est Nzam, Dieu. Donc, il n'y a pas de. On n'a pas l'homme ou la femme, on a. On a Dieu, la divinité. Ouais, c'est suprême. Nzambé, Nzambi, Nyambi. Vraiment dans toute la sphère bantou, qui partira du Gabon, l'Angola, l'Afrique du Sud, toute cette sphère-là, on aura la divinité impalpable que l'on ne définira pas en tant qu'homme ou femme. Et maintenant, c'est cette divinité-là qui donne, un peu comme la Mahat, au final, va donner le code sociétal. Et donc, dans le code sociétal, on dira l'homme est le chef. C'est pour ça que quand vous avez défini en disant l'Afrique en est matrice, le code sociétal africain défini par la Mahat, quand on parlera de l'Égypte antique, ou défini par Nzambé, Nyami, quand on parlera de la sphère bantou, le code sociétal donnera le patriarcal, mais matrilinéaire dans certaines régions. D'accord. On va pas pouvoir s'appesantir là-dessus, hein? Donc, je vais répondre, mais assez brièvement. Déjà, on était d'accord sur le fait que il y a ce qu'on peut appeler la divinité suprême, hein, et j'ai bien dit créateur de tout, créatrice même, je veux dire, créatrice de tout, hein. Je dirais volontairement, j'ai dit divinité suprême, j'ai pas dit Dieu. C'était pour pouvoir dire créatrice, parce qu'on est tellement habitué à masculiniser ce propos, Dieu le Père même, hein, ils vont aller jusqu'à dire ça, les Occidentaux. Et de là, c'est un homme. Et donc, en disant divinité suprême, ça me permet d'employer un mot féminin, créatrice. Comme ça, je commence à casser les codes qu'on a intégrés, mais qui nous vient de l'étranger. Et ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire. Le patriarcat que vous identifiez dans votre culture bantou, je dirais jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on ne m'aura pas apporté une démonstration, je vais dire rigoureuse à la diopienne, je vais considérer que c'est l'influence étrangère qui explique ce patriarcat que vous avez. Alors, pour moi, vous êtes un peu aventuré en disant, chez les Bantous, ça reste à prouver que au Congo, vous avez identifié aussi ce matriarcat interne, ce patriarcat interne. Moi, je dirais, je m'en tiens à l'Égypte antique avant tout. Pourquoi? Parce que, comment dire, c'est là qu'on a le plus d'informations sur nous, et j'aime bien dire écrites, puisque vous êtes défini à un moment donné comme non seulement slammer, vous avez dit, je suis dans l'oralité, hein, quelque chose qu'on aime dire, et que moi je dis non. Nous sommes, alors, pour commencer tout doucement, je vais dire, nous sommes autant oralité que écriture. Oui, parce que l'écriture même était déjà là présente auparavant, parce qu'il y a des systèmes d'écriture qui étaient en Afrique centrale, qui étaient en Afrique de l'Ouest, même en du Mali. Oralité, oui, mais il faut dire en même temps écriture. Hein? C'est les Blancs qui nous ont mis dans la tête, encore influence étrangère.
comme je vous dis… Je me définis comme artiste de l'oralité, c'est mon métier. Je ne suis pas écrivain, je parle. C'est pour ça que je dis je suis artiste de l'oralité. Mais quand vous demandez de prouver, par exemple, le patriarcal chez nous, en fait, vous me demandez de vous prouver qui je suis, parce que c'est dans mes gènes, c'est dans ma tradition. Nous, on est d'un peuple de tradition rituelle. C'est-à-dire, on pratique la spiritualité. Et la spiritualité, c'est une essence où on communique avec la divinité. C'est pas quelqu'un qui va venir de la France, qui est venu nous enseigner. On a reçu, il y a un mois, Ama, qui est venu au Gabon, qui est venu s'initier chez nous. Qui est venu s'initier chez nous, parce que vous pouvez être afro-descendant, vous pouvez connaître et comprendre la culture africaine à travers des écritures de certains scientifiques qui ont aussi intégré des codes occidentaux. Mais nous, c'est pas des codes qui viennent d'ailleurs. Nous, moi, j'hérite de mon père qui m'explique, qui m'emmène au chant, qui m'emmène à la tradition, qui m'amène au rite initiatique. Lui, il hérite de son père qui l'a amené dans un rite initiatique, mais le rite initiatique, c'est pas quelqu'un que tu rencontres, c'est la divinité que tu rencontres. Donc, lorsque je dois démontrer, prouver que je suis d'un peuple patriarcal, je ne peux pas vous prouver que je n'existe pas. C'est un sujet très complexe chez nous, c'est vraiment très complexe. Tout à l'heure, quand elle est arrivée, il a dit un truc, même dans nos bouquins de vêt. Après, on passera vraiment à autre chose. Dans le bouquin de vêt, même tout à l'heure, il a fait une oralité là-dessus. C'est qu'on a une imprégnation où on va dire le fils de nanana. Et dans le bouquin, c'est écrit comme ça, en fait. Et après, on a l'autre partie où, comme le vêt, c'est l'oralité, c'est la base là-dessus. C'est du conte. C'est le conte. En fait. Et après, on a le niveau de divinité et la puissance spirituelle qu'il y a du coup au Gabon, en Afrique centrale et tout ça. C'est que le niveau énergétique et en même temps le fait qu'on prenne de l'iboga et qu'on fasse ce voyage spirituel. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains qui vont au Gabon et aussi qui vont là-bas parce que du coup, il y a une puissance, quelque chose de vraiment très très fort qui permet de rencontrer ton soi supérieur afin de savoir quelle est ta vie passée, ton présent et ton futur. Et je pense que la majorité des Africains, à l'occasion, devraient essayer une fois. Après, bien sûr, être avec quelqu'un qui le fait bien aussi. Mais après, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Mais c'est une imprégnation très forte qui est là. Donc, moi, je comprends ce que vous me dites et je respecte parce que c'est une vision aussi différente. Et après, il y a aussi la vision du fait que quand on vient aussi de d'autres terres qu'on est afro-descendant et qu'on vient de d'autres terres, du coup, on va se référer à la partie du coup kémite, parce que du coup, on considère comme la base en termes d'écriture, de tout ça. Mais du coup, entre ceux qui ont l'imprégnation de chez eux vraiment à 100%, et ceux qui ont une imprégnation du coup qui veulent une référence globale et générale en termes de puissance, du coup, la partie spirituelle, la maths et tout ça, est quelque chose d'incroyable. On pourra aller plus loin. D'accord. Je vais ouvrir la parole, mais juste avant, moi, je dis, je le redis, et puis une autre fois, on pourra, parce que je vais tout au long des fêtes de fin et début d'année intervenir en soirée, dans un échange à partir du livre avec la communauté. L'après-midi avec des enfants, dédicaces de mes livres pour enfants, pour eux. Et donc, on pourra avoir l'occasion de revenir si vous êtes là. Et donc, je redis mon idée sans en dire plus. On reviendra là-dessus, si vous le souhaitez. C'est que, comment dire, les cultures que l'on vit, on va dire, et les traditions même plus précisément, elles sont le résultat d'un long chemin, très long chemin. Et vous le savez vous-même, je le dis, je m'aventure en disant ça, que vous n'étiez pas au Gabon de toute éternité. Vous êtes arrivé au Gabon, en gros, on va dire, allez, à tout casser 2000 ans. Tout casser 2000 ans. Eh bien, avant ça, comme beaucoup de chez vous ou du Sénégal ou d'Afrique du Sud, ils disent nous étions
auprès de la grande eau. Moi, je reprends leurs termes, hein, ceux qui disent qu'à chaque fois, on leur dit que c'est la grande eau. La grande eau qui est identifiée au Nil. Hein. Et donc, moi, pour dire que le patriarcat que vous identifiez dans votre culture, tradition gabonaise, moi, je dis, il y a fort à parier que c'est sur le chemin que vous avez intégré ça. Et peut-être même assez récemment, lorsque les Blancs sont arrivés. Je veux dire, mais je ne veux pas faire un débat, c'est pas moi, j'ai voulu retirer ma pensée, et puis on reprendra l'échange. Pas ce soir, hein, parce qu'en plus, il y a grève là. Oui. Ouais, c'est vraiment intéressant. Oui, frère. J'ai écouté les frères, je crois que l'objet de ton intervention, c'est tous les pharaons étaient noirs et tu t'es basé sur l'Égypte antique. Ils nous parlent du Vêt. Dans leur connaissance du Vêt, ça date de quand? Ça remonte à quand? Alors, le Vêt date de 600 ans, mais Attends. Il termine avant que tu ne prennes la parole. Voilà. Donc, tu m'as dit 600 ans. Mais j'ai accentué sur la bantoufonie. Ok. Non, bon. Bantou. On a pris le Vêt comme exemple. Non, mais on est dans attendez. Une personne termine et l'autre enchaîne. Voilà. C'est mieux. Donc, il nous parle d'une affaire de 600 ans. Quand on parle de l'Égypte antique, c'est minimum, allez, 6 000, 10 000 ans en arrière. Et l'Égypte antique, au contraire du discours que j'entends, Bantou. Bantou, ce n'est que des hommes. Ce n'est même pas éthique. C'est tout, l'esprit tête en égyptien ancien. Donc, même dans ce qu'ils disent, dans l'espace culturel où ils habitent, quand tu fais véritablement la tradition, c'est toujours du côté de la maman. Donc, l'esprit matrilinéaire, ça date non seulement de l'Égypte antique, mais dans pratiquement, même parce qu'il y a des sociétés en Afrique qui se revendiquent patrilinéaires, les peuls, tous ces trucs, ils trucs et tout. Mais quand tu veux faire véritablement la tradition, dans ce que je crois savoir des types de sociétés bantou, parce que c'est un bantou, dans ce que les Blancs définissent, c'est du côté de la maman. Et le bon pharaon indigène à l'Égypte, c'est la femme qui le met sur le trône. Et c'est ça notre conception, c'est ça qu'il a décrit et tout. Après, maintenant, que dans la mythologie de ce qui est aujourd'hui le Vêt, tout ça et trucs, on parle de l'homme, chef de famille, mais la notion de famille en Afrique, ce n'est pas le style européen. Hein. Parce que chez nous, pour reprendre l'Égypte antique, on parle, la maîtresse de maison, la nébette père, c'est la mère, c'est la femme. Bon, c'était juste pour revenir à l'Égypte antique et pour bien faire comprendre que ce qu'on appelle le Vêt, comme tu as dit, c'est des gens qui, non, comment dire, sur le chemin de déplacement des populations. Parce que c'est vraiment des petits groupes. Hein. Quand tu regardes tout ça en termes de densité humaine, c'est pas grand-chose. Dans la migration, dans le déplacement des populations, il y a eu des déperditions, il y a eu des, comment dire, des reconfigurations dans la pensée qui sont peut-être éloignées des trucs, mais l'Afrique, que tu prennes n'importe quelle société comment dire, bien organisée de l'Afrique antique, la base, c'est la mère, parce que la source de la vie, c'est la femme. Le lieu de la magie, c'est l'utérus de la femme. C'est-à-dire que c'est très, très profond. C'est-à-dire que il faut être pénétré profondément de culture africaine et connaître notre trace historique au-delà de 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 600 ans, qui n'est rien dans l'échelle de l'humanité, par rapport à 6 000 ans, 10 000 ans, 12 000 ans. La civilisation et son rayonnement le plus abouti en Afrique se fait dans la vallée du Nil. Et quand on parle de ça, il ne faut pas qu'on vienne être dans la compétition, la comparaison ou l'opposition, parce que fondamentalement, il faut qu'on dépasse en termes de connaissances intrinsèques. Voilà. Bon. Oui. L'objet, c'est les pharaons étaient tous noirs. Oui. Excusez-moi, je veux corriger. Vas-y, mais sois bref. Mal compris, parce qu'en réalité, je posais une question. Ma première intervention, je posais une question sur la définition d'un mot. Et comme ça a été mal compris, je me permets de reprendre. Je disais matrilinéaire et
matriarcale. Alors, je n'ai pas dit que nous ne sommes pas matrilinéaires, puisque j'ai expliqué le lignage en disant effectivement, nous, on est matrilinéaires. Mais comme la définition liée au patriarcal ou au matriarcal, c'est le pouvoir et l'autorité, on est patriarcal, mais matrilinéaire. C'est-à-dire que le lignage, c'est la femme qui donne la vie. Et comme disait le tonton, c'est la femme qui met l'homme sur le trône. Mais elle met qui? Elle met l'homme. C'est en cela qu'on peut être patriarcal et matrilinéaire. Et nous, peuple bantou, nous sommes patriarcal, mais matrilinéaire. C'est ce que j'ai dit, pour rejoindre ce que disait le tonton. Et je ne me suis pas arrêté sur la chose du Mbet, parce que j'ai bien dit, le Mbet, c'est 600 ans. Moi, je me suis arrêté sur la chose bantou. Et quand je me présente depuis tout à l'heure, je me présente en tant que bantou. Je travaille avec la chaire UNESCO Bantouphonie, donc il y a quand même 200 ans d'études qui vont nous démontrer que les bantous existent bien avant 2000 ans. Bien avant, excusez-moi, je vais m'arrêter là. Oui, bantou, par définition. Voilà. Dans nos langues maternelles, on dit batou. Avant que les Blancs, on dit bantou. D'abord, dans nos langues maternelles, batou, qui veut dire le genre humain. Maintenant, ce que moi je veux dire là-dessus, peut-être je vais m'arrêter là, c'est que on a les 200 ans d'études, c'est 5000 mots comparés. Et en réalité, on définit un peuple par sa linguistique. C'est parce qu'ils ont le même parler qu'on peut dire que, mais en fait, si tout le monde parle français, ce sont des Français. Si tout le monde parle anglais, ce sont des Anglais. Et c'est parce que nous tous, on avait la même linguistique qu'on a défini un peuple. Mais c'est Est-ce que tu connais le poteau africain? Le poteau africain, non. Mais on va reprendre la discussion. Alors, moi, je voulais dire que très souvent, on dit qu'on est on est dans le matriarcat parce qu'on voit l'enfant sortir du ventre de la maman. Et puis ce qui est avant, on ne sait pas vraiment, on va dire. Mais Diop, lui, j'ai noté que peu de gens le redisent, mais moi, lorsque j'ai entendu ça, j'ai lu ça pour la première fois chez Diop, j'ai dit, c'est pas possible. Puisque bon, j'allais de découverte en découverte. Eh bien, lui, il dit que si la femme a le pouvoir en Afrique, donc lui, il dit pouvoir, hein, il dit pas, hein, c'est parce qu'elle détenait des secrets fondamentaux qui renvoyaient notamment à la santé, hein, comment soigner, comment nourrir aussi, c'est elle qui maîtrisait, c'est elle qui cultivait. Et puis aussi, par rapport à la divinité, elle avait une compréhension des choses au niveau de la spiritualité que l'homme n'avait pas. Voilà comment il disait que on pouvait expliquer le matriarcat, hein, et pas par le fait qu'on voit l'enfant sortir du ventre de la maman. Ouais. Unité culturelle, relisez, vous allez voir ça, il explique ça, unité culturelle de l'Afrique noire. Ok, alors, j'ai dit, je veux que vous m'arrachiez mes livres, mais ceux de Billon, de Janissa Sekhmet, de Safia, Grandeur Noire, de Afrocentricité Internationale, et puis 10 000, 1 million d'autres encore qui se mettent à produire comme ça. Hein, et on continue, lorsqu'ils grandissent, avec un tas de livres comme ça qu'on produit. C'est ça l'information, la source du pouvoir, de la puissance. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est pas les muscles. Non, c'est pas ça. C'est même pas la bombe atomique. La bombe atomique, elle vient de là. Le cerveau, la pensée, l'information. Alors, j'ai écrit 2 choses là. L'objectif numéro 1 dans la lutte d'indépendance nationale que nous menons et que tout peuple opprimé doit mener jusqu'au succès ou jusqu'à sa disparition totale est 2. Est-ce que quelqu'un pourra me donner la suite? Connaître sa culture. Connaître sa culture. Oui, une autre proposition. Et ça, si je vous dis ça, en effet, on doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche. Est-ce que quelqu'un voit?
c'est quoi la suite? Autrement dit, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça, généralement, on doit connaître par cœur. C'est ça qu'on entend tout le temps. Alors, je vais vous le lire pour ne pas trahir la pensée de l'auteur. C'est dans mon livre, hein, vous voyez, tous les pharaons, sans exception, étaient des Noirs. Alors, en effet, on doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents. Hein? Armez-vous de science jusqu'aux dents. Qui a dit ça? Le maître. Cheikh Anta Diop. Hein? À qui il disait ça? À nous. À nous? Tout d'abord à qui quand même? C'est vrai, c'est à nous. Hein? Il a dit ça à une personne qui était chargée de nous le dire à tous. Alors c'est Obenga. C'est à Obenga qu'il dit ça dans la préface du premier livre d'Obenga sur l'Afrique des Lumières. Hein? Eh bien, c'est lui qui préface le livre et il dit ça à Obenga. Je veux vous donner la phrase en totalité. Donc, en effet, on doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. Ces savants ont démérité car ils ont enseigné sciemment des contre-vérités et sont retombés au rang de vulgaires idéologues qui, sous une apparente sérénité scientifique, se livrent rageusement à des agressions culturelles. Donc voilà le propos, je dirais, complet de Diop. 1973, j'ai mis la date. Mais ce que j'ai mis en haut et dans lequel il nous dit l'objectif numéro 1, donc c'est bien haut, hein, ça c'est, il n'a pas dit numéro 1 ici. C'est là qu'il dit objectif numéro 1. Hein, eh bien, ça veut dire que c'est ça qu'on doit tout d'abord avoir en tête. Eh bien, on ne l'entend pas beaucoup chez nous. On ne l'entend pas beaucoup chez nous, alors qu'il a martelé ça pendant toute sa vie. Alors, je vous donne le fin mot, toujours en le lisant pour ne pas trahir sa pensée, même dans Iota. Il nous dit l'objectif numéro 1 dans la lutte d'indépendance nationale que nous menons et que tout peuple opprimé doit mener jusqu'au succès ou jusqu'à sa disparition totale est de provoquer la prise de conscience. De qui? De tous les Africains de l'Afrique noire. De tous les Africains de l'Afrique noire. Pas seulement, j'ai envie de dire, des universitaires avec qui on parle. On n'arrête pas de parler entre universitaires, entre savants, entre sachants, hein, mais de tous les Africains. Et j'ai envie de dire, c'est mon refrain, même les bébés, et surtout eux, mais on ne le fait pas. Donc c'est ça que je dénonce dans le livre, c'est la première chose. La deuxième chose que je dénonce, c'est le fait que jamais j'entends dire dans nos rangs que Mahat, c'est la puissance. J'entends dire, c'est la vérité, c'est l'harmonie, c'est l'amour universel, mais j'entends jamais puissance. C'est un sujet super intéressant et il y a quelque chose aussi qui facilite la vie, c'est de dire qu'on appartient à un peuple qui, d'une, est le premier, mais deux aussi, qu'en fait, on représente quasiment 30% de la population mondiale. Donc on doit penser comme une majorité. Il faut arrêter d'utiliser le mot minorité pour nous. On est une majorité. Moi, dans mon état d'esprit, j'ai grandi comme ça, en me disant je suis une majorité. Et j'ai toujours pensé que, voilà, du coup, avec tout ce que vous dites, c'est super intéressant. Ce qui fait qu'en fait, on a un état d'esprit, on réfléchit beaucoup plus ouvert dessus. Et moi, je n'ai ras-le-bol d'entendre le mot minorité alors qu'on est une majorité. Il faut qu'on pense comme une majorité. Tout à fait, nous sommes d'accord. Je te remercie en tout cas. C'est moi. Avec plaisir, monsieur. Oui, merci pour votre je ne vous ai pas donné ça, je vais donner ça aux ceux qui étaient déjà assis. Donc, un pour chacun de vous et 3. C'est mes coordonnées, puis le texte que je n'ai pas cité, mais qui est tout aussi pertinent, et puis le marque-page de mon
livre. Merci pour votre temps, merci pour l'impression aussi. Oui, et merci à vous. Même si vous ne pouvez pas revenir, mais faites savoir que je suis là pendant toutes les fêtes de fin et début d'année. L'après-midi pour les enfants avant tout, la priorité. Et puis le soir, entre adultes, entre universitaires, entre intellectuels. Au plaisir. Au plaisir. Merci à vous. C'est moi. Merci à vous tous. Mais, voilà, moi j'ai dit l'essentiel. Pour moi, la priorité, c'est les enfants. C'est ce que j'écris dans tous mes livres pour me définir. Hein, je me définis ainsi, je dis Kama Saba Makeda Makanda, l'auteur est un Muntu. Ils sont là, les Bantus. Je me définis comme un Muntu. Hein, un Muntu de Guyane, pour qui le sens de la vie est de se mettre entièrement au service de nos tout petits, car ils sont l'avenir et au-delà, l'intelligence vive par essence. Ils sont plus que la prunelle de nos yeux, ils sont ce que nous avons de plus cher au monde. Voilà comment je me présente. Je dis, pour moi, voilà le sens de la vie. Hein? Et je dis dans mon livre précisément, hein, outre ça, eh bien, je dis qu'on s'est trompé d'objectif. On a cru que Cheikh Anta Diop nous demandait d'être des savants comme fait en soi. Et de là, on ne fait que dire ça. Alors que il a donné ça, l'objectif numéro 1. Et c'est ça qu'on aurait dû considérer. Donc, il y a un problème dans, on va dire, la dépense d'énergie des kamites. Ils dépensent beaucoup d'énergie, mais pas, je veux dire, dans la bonne direction. Et voilà pourquoi ce que j'appelle le désastre africain, il perdure. Ça fait plus de 60 ans, on va dire, depuis les dites indépendances, les illusoires indépendances. Plus de 200 ans depuis qu'on est passé de la colonisation, de l'esclavage, la déportation, tout ça, à la colonisation. Plus de 600 ans depuis que les Européens débarquent en Afrique. Plus de 1400 ans depuis que les Arabes débarquent en Afrique, etc. Eh bien, on est sur une pente descendante. Je vais même jusqu'à dire, je crois qu'à Narmer, on a eu aussi ce débat, car lorsque je viens, je ne peux pas venir aussi souvent, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, on prend des débats et on finit jamais. Je dis même, ça fait 10 000 ans que l'Afrique, elle est en dégringolade. 10 000 ans. Alors, ça peut surprendre parce qu'on me dit, mais alors l'Égypte, là, hein, il y a 3 000 ans, on était là en haut. Eh bien, dans le livre, je montre qu'on avait commencé à dégringoler alors que l'Égypte continuait à monter. Voilà. Donc, voilà des choses qu'on va trouver dans mon livre. Et je dis tout ça, c'est pour dire, mais alors, pourquoi on dégringole? Pourquoi on dégringole? C'est je dirais, la question essentielle. Hein? Il ne pourra jamais y avoir de renaissance si on continue de dégringoler ou même on reste toujours par terre, on ne se relève pas. Eh bien, la réponse est dans Maat. C'est dans Maat. Encore cette dame, Maat, c'est elle c'est la réponse est en elle. Voilà. Ok. Donc, si vous voulez me poser quelques questions, et puis après, si des personnes sont intéressées aussi par les livres, le livre, alors surtout lui, mais on peut aussi, le livre pour bébé, en même temps. Donc, je vous écoute, des questions? Oui. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je suis Laghi Alors, je m'appelle Laghi Yannick Favar, je suis du Sénégal, archéologue de formation. Alors, c'est un ami du Gabon qui m'a transféré donc les liens. Puis, je suis vraiment heureux donc de découvrir d'ailleurs que cette bibliothèque existe et que cette librairie existe parce que je ne le savais pas. Donc, ça, c'est déjà donc un plaisir de venir. Juste une seule question, c'est la question qui m'a amené d'ailleurs, et c'est la question que vous avez mentionnée en rouge. Oui. Et après, Et après. Ouais, oui,
une fois justement, effectivement, qu'on a dit que, alors, tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs. Excusez-moi, pourquoi j'ai dit cette question? Parce que, en fait, même tout à l'heure, quand j'arrivais, j'étais en train de critiquer d'ailleurs une amie doctorante au Sénégal qui est égyptologue. Aujourd'hui, j'ai vu, par exemple, depuis quelques jours, il y a le centenaire, par exemple, donc, des Charenteurs. Et quand j'ai vu le programme, j'étais déçu. Parce que pour moi, dans ma tête, la question que je lui posais, c'est-à-dire que là, actuellement, comment on doit lire Charente Diop? Parce que je me dis, jusqu'à présent, on ne connaît pas qui est Charenton. Et on ne connaît pas effectivement donc, quels sont les écrits donc, de Charenton. La quintessence donc, de son message, donc c'est quoi? Et quand j'ai vu l'intitulé et la question qui dit « Et après », j'ai dit « Ah bon, je vais venir, peut-être il y a quelqu'un qui va m'expliquer. » Donc finalement, lire Charenton, c'est bien, mais est-ce que peut-être comment lire et après? Quand on a lu Charenton, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Oui, d'accord. Très très bien. Alors c'est vrai que moi, je dis aussi dans le livre, pour ceux qui ont déjà lu et relu Cheikh Anta Diop, il faut encore qu'ils le relisent. Parce que pour moi, on ne l'a pas compris. Moi, je dirais, je m'avance en disant, je commence à le comprendre mieux. Mais c'est pas parce que je suis plus intelligent que ceux que je pointe du doigt en disant que ils n'ont pas compris les autres kamites ou d'autres, parce que je dirais quand même, pour moi la plupart, certains pour moi l'ont compris, même mieux que moi, ils m'ont inspiré, je les ai écoutés et ils m'ont permis d'avancer. Toujours est-il, globalement, on ne l'a pas compris. Hein? Et déjà, on a mal commencé chez Anta Diop, c'est-à-dire, le premier livre qu'on lui de lui, c'était pas par ça qu'on devait commencer. Autrement dit, Nation Nègre et Culture, on n'aurait pas dû commencer par ça. Je dis pour la simple raison que c'est pas ses premiers écrits. Il a écrit avant ça. Alors, c'est son premier livre, Nation Nègre et Culture, mais c'est pas ses premiers écrits. Il avait écrit des articles et alors on pourrait dire, moi, de ceux que je connais à travers le livre que Narmer a ici, c'est Alerte tous les tropiques. Oui. Il est là, Alerte tous les tropiques. Oui. Eh bien, c'est lui dans lequel il y a des articles dont la moitié est antérieure à Nation Nègre et Culture. Hein. Eh bien, il se trouve que dans cette moitié antérieure, moi je dis, il y a les deux articles les plus fondamentaux. Hein? Le texte que j'ai reproduit au dos ici, alors vous n'étiez peut-être pas là lorsque j'ai donné ça, je vais vous le donner. Oui, eh bien, ce texte-là, 1952, est tiré de Alerte sur les tropiques. Et donc, j'ai bien dit 1952, donc 2 ans avant Nation Nègre et Culture. Vous voyez? Et pareil, ça, c'est 1952, et c'est le même article, en fait. C'est le même article. Eh bien, je suis tenté de dire, voilà l'article le plus fondamental. Il est avant Nation Nègre et Culture. Donc, toute cette génération, Narmer, moi, pratiquement tous, hein, je ne sais pas si quelqu'un va me dire non, je n'ai pas commencé par Nation Nègre et Culture. J'ai commencé par celui-là. Vous avez commencé par ça? Eh bien, vous avez mieux fait que nous tous, parce que c'est par ça qu'il faut commencer. Hein? Et c'est Diop qui recommandait, et c'est un terme qu'il aimait, c'est avec lui que j'apprends tous ces termes, une approche diachronique. Hein, j'ai dit, c'est quoi ce mot-là encore là? Alors, j'ai oublié d'aller dans le dictionnaire. Hein, donc, c'est ce qu'on pourrait appeler plus courant chronologique, lecture chronologique. Hein, on le lit au fil du temps. Hein, et c'est ça qu'il faut faire. Donc, déjà, c'est ça qui explique que, pour moi, on l'a pas bien compris. Hein, en lisant ce livre-là, on le comprend à travers ça. C'est-à-dire, armez-vous de science jusqu'aux dents. Parce que c'est tellement massif, Nation Nègre et Culture, non seulement le volume, mais les idées qui sont développées, que, comment dire,
on est je dirais, quelque part déstabilisé parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est 500 pages. C'est un bloc compact, multidisciplinaire. Hein. Il y a l'histoire ancienne, il y a un peu aussi, je dirais, de politique, avec lorsqu'il parle des royautés, des systèmes de royauté, hein, de linguistique. C'est multidisciplinaire comme lui-même il était. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un savant, un érudit. Et donc, en commençant par Nation d'agriculture, on a plus en tête que la fin en soi, c'est de s'armer de sang jusqu'aux dents. Eh bien non. La fin en soi, c'est avant, parce que la fin même, c'est la Renaissance africaine. L'Afrique brille de nouveau. Hein? Eh bien, pour arriver à ça, il faut la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. Eh bien, je redis, aujourd'hui, regardez, toute la production qu'il y a là, pratiquement toute, eh bien, c'est pour les universitaires. Donc, même pas un centième de... Alors, on va dire, on est 5% universitaires. Allez, hein, que pour 5%. Alors, et les 95%? Et les enfants, c'est eux les plus vifs d'esprit. Nous sommes figés. Lorsqu'on a 20 ans, on est déjà sclérosés. Et quelques miraculés, on pourrait dire, Onomotunde est un miraculé. Hein? On pourrait comme ça, je dis, les citer sur les doigts d'une main, maximum 2 mains, hein? Sur les 1 million peut-être de Kamites que nous sommes. Hein? Eh bien, vous voyez qu'une dizaine à avoir bien compris, alors que nous sommes 1 million. Hein? Alors même, je dis, même Omotunde, il avait mieux compris que beaucoup d'entre nous, mais même lui aussi, il avait des progrès à faire. Hein? Et comment dire, donc, voilà, je dis pourquoi prendre Diop. Hein? Eh bien, il faut le lire de manière diachronique, comme il aime dire, chronologique, hein? Et avoir en tête ce qu'il a dit comme étant l'objectif. L'objectif, c'est la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. Hein? Il le redit jusqu'à la fin de ses jours. Alors, pour moi, il avait fait une petite boulette. Hein? C'est dans Civilisation Barbarie, dans l'introduction, à la fin, il dit « L'Africain qui m'a compris devient un Prométhée ». Alors, la mère dit pourquoi il y a erreur de sa part, et il s'est repris parce qu'il n'a pu le redire dans ses discours oraux, notamment la conférence de Niamey. Eh bien, il a changé, et là, il a donné le mot juste. Pourquoi c'est une erreur? On devient un Prométhée. Celui qui l'a compris, l'Africain qui l'a compris devient un Prométhée. Eh bien non, on devient Imhotep, voilà. Hein? Ou alors on devient Séchat. Je vais dire Séchat avant. Je ne vais pas dire. Il devient Djéouti. Voilà, je ne voulais pas dire Djéouti tout d'abord. Hein? Matriarcat, Séchat. Hein? Oui. Et alors lui, il le dit plus concrètement. Il dit ce que nous voulons. Ça, vous l'avez dans la conférence de Niamey. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Pas toujours bien faites, mais il y a des extraits. Et c'est la prise de conscience des générations futures. Parce qu'il s'est rendu compte que nous, on n'est pas réparables. On n'est pas réparables. Hein? Et donc, il faut travailler pour que les nouvelles générations qui arrivent, elles aboutissent à la prise de conscience. La prise de conscience, c'est quoi pour moi? La prise de conscience, alors c'est pas pour moi, c'est Diop. Moi, je dis, quelqu'un m'a reproché de trop parler de Diop. Ma fille, déjà, qui a relu le bouquin, pourquoi tu parles toujours de Diop? Et toi, alors, tu n'existes pas. Et quelqu'un d'autre m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Je dis, mais je peux pas faire autrement. Je suis un nain par rapport à lui. Je vois que je suis pas au niveau. Hein? Donc, je le répète. Hein? Eh bien, la prise de conscience, c'est quoi? C'est la prise de conscience de son immense potentiel de créativité, qu'on est capable de tout réussir. Tout! Nous pouvons tout faire. Comme Atum. Atum, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il nous dit. Hein?
dans les textes des pyramides. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais, il n'arrête pas de le dire. Mais comment il arrive à faire ça? Parce que il est la puissance. Il n'est pas vérité seulement. Il est plus que vérité. Il est plus qu'harmonie. Il est puissance. C'est avec la puissance qu'on fait tout. Et comme Narmer et moi, on discute beaucoup, je veux le dire pour qu'il entende aussi. Avant vérité, avant harmonie, avant justice, au-dessus, mieux que avant. Il y a puissance. Sans la puissance, il n'y a rien, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'harmonie. Et ça, tu ne le trouves pas dans nos définitions. Omotunde le disait, faites éclater votre volonté de puissance. Il n'arrêtait pas de dire ça. Lorsqu'on on pleurait, parce que les Blancs nous ont dit nous sommes des macaques, avec le petit enfant noir que H&M a présenté comme un macaque, alors que l'enfant blanc, il est hein, oh, les Blancs nous ont traités de macaques. C'est quoi ce peuple de pleureurs? Bon, je m'arrête là pour répondre à ta question. Hein, c'est d'avoir. La prise de conscience. Donc, les 3 points de suspension, c'est... Oui, c'est ce que j'ai lu. Écrivez les... Je les écris, d'accord. Je les écris, alors. Hop. C'est au début du livre. Alors, est de provoquer. Provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. Donc, c'est dans le livre 1, c'est page 48. Je l'ai noté ici, j'ai mis les références. Tout ça, c'est Diop qui nous apprend. Il faut être précis dans son propos, donner les sources. Donc, c'est... alors, non, page 48, c'est ce que j'ai mis au dos de là. Par contre, ça, c'est la page 45. Alors, il faudra lire... Hein? Donc, c'est dans l'article intitulé « Vers une idéologie politique africaine ». Et ça, la fin, c'est ce qu'il dit à Obenga. « Armez-vous de science jusqu'aux dents » qu'on connaît par cœur, puisque c'est ce qu'on entend constamment sur la sphère... oui, Camille, « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Et moi, je dis, Job, effectivement, il a dit, il a insisté, mais cela, c'est pour justement parvenir à la prise de conscience de tous et en cela, à une puissance, je dirais, collective, je dirais, incommensurable. C'est la prise de conscience qui permet ça. Tu as fait une omission là. J'ai fait une omission? De provoquer la prise de tous les Africains. Prise de conscience, oui. D'accord, la prise de conscience, d'accord. La prise de conscience, alors je mets comme ça. La prise de conscience, hop, de tous les Africains de l'Afrique noire. Oui, moi j'aimerais bien. Oui, d'accord. Oui, donc payez auprès de Narmer et puis je vous dédicace. Vous pouvez venir voir les livres là, puisque... Donc je remets ça là. Hop. Je repasserai une autre fois. Ok. C'est comme on dit solide. Oui. Ah, c'est bon. Ça, Et que dites-vous de ce qui se passe au Sahel ces jours-ci? Qu'est-ce que je dis? Oui. Je dis que il faut qu'on continue
Je vois ça comme un début, une bonne orientation, mais comment dire, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné, et donc il faut qu'on reste vigilant. Je dirais qu'on se dispense de jubiler, parce que, comment dire, ce n'est qu'un début. Et on a eu déjà des événements de ce type. Par exemple, pour moi, Thomas Sankara, ça a soulevé de grands espoirs aussi. On pensait que voilà, c'était parti. On pourrait dire pareil un peu en arrière, Lumumba, ou même Gbagbo, même si c'est d'un cran en dessous. Et après, pour Gbagbo, on a vu comment Chirac a eu du mal, mais lorsque Sarkozy est arrivé, boum boum, tu vois. Donc, le Mali, c'est une bonne orientation, et on peut voir notamment au Burkina Faso, le slogan, c'est celui repris à Thomas Sankara, donc on peut dire que ce sont les fils de Thomas Sankara qui sont là, mais il y a encore du travail. Il y a beaucoup de travail. C'est un bon début. Oui. Mali, Niger, Burkina Faso. On a cru que la Guinée aussi y était, mais pour l'instant, bon, on se dit, on s'est peut-être trompé. C'est un légionnaire. Donc oui, on ne peut que être derrière nos frères du Sahel, mais en sachant que peut-être le plus gros est à faire. Oui. Merci. Je t'en prie. J'aime bien dire aussi que l'Afrique doit comment dire, développer sa puissance. Et je dirais, même ne pas considérer la puissance des autres qui serait vue comme fraternelle. Alors, je dis ça en pensant à la Russie. Les Russes sont avec nous. Comme ça, j'allais dire Sarkozy, mais c'est Macron. Macron, il est comment dire, il peut plus rien faire, il est STBqué. Mais non, c'est pas, je dirais, dans les Russes. On ne doit pas compter sur les Russes. C'est en nous la puissance, elle doit émerger. La Russie est une grande puissance pour elle-même, pas pour l'Afrique. Et donc, c'est chez nous que la puissance va émerger. Et en fait, ce mot de puissance nous fait peur très souvent. On est, je dirais, si on doit développer, et puis même s'écouter, s'entendre, on verra que ce mot même, on ne l'emploie pas. Homo Today, c'est une exception. Qui d'autre avez-vous entendu parler de puissance? Faites éclater votre volonté de puissance. Et lorsque je donne ma traduction de Somo Shomotunde, d'autres me disent non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est trop fracassant. Tu as une définition trop fracassante. Juste que je comprenne. Oui. La déclinaison de la maths en puissance se repère sur quel texte de l'Égypte antique? Très bonne question. Taotep. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Le premier mot. En translittération, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'interprétation ou, comment dire, l'incantation. Oui. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire que justice, vérité, on peut dire, ça vient de l'interprétation. Soit, mais... Oui, donc, puissance aussi nous vient... De quel texte égyptien? Je vais te dire. Translittération, c'est quoi? Parce qu'on doit rester, pour répondre, c'est quand ça dit notre maître commun, on sable dedans on sable de science jusqu'aux dents. Oui. Et on source. Et on respecte les écrits
de nos ancêtres. Oui, je fais court en te disant Maxime 5 dans l'enseignement de Tao Te. Oui, le premier mot, c'est ça. La Ma'et est puissante. Oui. Et de perpétuer l'efficacité d'action. Oui. Tout ça, c'est des mots qu'on n'entend pas. Oui. Et c'est quelle page page 184. Oui. 184. Okay. On ne peut la perturber depuis le temps d'Osiris. Oui. On inflige le châtiment à celui qui transgresse les lois. Oui. C'est ceux qui échappent à l'attention de la vide. Oui. Maxime 5 de Tao Te. J'approuve totalement. Et je te dis alors, quand tu prends le taureau victorieux, quand tu prends Amon, quand tu prends la vigueur, ok, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, l'interprétation de puissance, parce que si je comprends l'acception de l'orientation et tout, je ne suis pas certain que c'est ça la maths, pas du tout. Et juste pour ton information, l'Égypte antique a fait des guerres, a occupé des territoires, mais n'a jamais imposé son ordre, n'a jamais imposé ses dieux, n'a jamais imposé sa langue. Pas du tout. Parce que ce n'est pas la conception de la puissance de manière occidentale et tout. Donc, nous, on ne reprend pas le même discours parce que, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Mais maintenant, l'attribut de puissance, tu as parlé de ça, ou le jeune qui est parti là, la population, la démographie, ça fait partie de la puissance. Oui. Il parlait qu'il se définit comme africain, comme puissant, tout ça. Oui, mais il y a une chose que les gens ne connaissent pas, même par rapport à la réalité physique. L'Afrique est le plus grand continent au monde. Donc, on est déjà puissant, on a déjà l'immensité. Et nos ancêtres se sont conçus, ont fait des choses, les pyramides, comment on appelle ça, la modification, pour être dans l'éternité. Ça aussi, ça, c'est des attributs de puissance. Puisque personne d'autre, tu ne peux pas avoir un ancêtre de Chinois de 6000 ans. Tu peux avoir un ancêtre d'Européens de 6000 ans, mais tu vois un ancêtre de nègre de 6000 ans. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que ce que je veux juste partager, c'est que, honnêtement, même ce que tu as lu là, ce n'est pas la conception de la puissance au sens mélien ou grec du terme. Pas du tout. Pas du tout. Tu es dans le corps du sujet, mais on le reprendra une autre fois. Oui. Hein? Ton prénom, je mets quel prénom? C'est L-A-D-J-I. L-A-D-J-I. Voilà. Puis le nom de famille, c'est D-I-A. D-I-A-N-I. N-I. F-A-B-A. F-A-B-A. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Ok, très bien. Voilà, je te remercie. Je te remets de 3 marque-pages, c'est le marque-page, et puis c'est ce papier. Hein, très bonne lecture. Et, merci beaucoup. Je dirais, j'espère que tu auras les réponses aux questions que tu as posées. Et tu comprendras, je pense, bien pourquoi je dis c'est une approche contre-intuitive de l'étude Anta Diop. En un mot, je dis ça parce qu'à la fin de la 4e de couverture, je dis Cheikh Anta Diop est défini souvent comme un savant. C'est ça, on entend, un savant, un érudit. Eh bien, moi je dis il est plus qu'un savant. Il est un géostratège hors pair. Et son érudition est au service de sa géostratégie. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oui, avec plaisir. Je vais mettre alors comme ça. Ah ouais. Oui. Elle a intérêt. Hein. Elle a intérêt à ne pas rater. Ouais. Sinon, on sera dans le patriarcat. Non, ce qui est dommage, c'est que nos jeunes frères n'ont pas défini ce qui est le patriarcat. Et on reste connecté, il y a mes réseaux sociaux. Oui, si, j'ai le truc. Il y a même mon numéro pour WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Oui. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Je procède. C'est le départ, là, dit. Oui, c'est le départ. Ouais. Aoudjen. Hein? Tu ne connais pas la langue, toi? Aoudjen. C'est quelle langue? Le sonique. Aoudjon.
Ah, j'ai mal prononcé. C'est pour ça que tu as dit, mais qu'est-ce que tu décolles là? Et là, c'est les salutations du matin. Oui, bonjour. Mais je ne connais pas pour le soir, donc tu vas m'apprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Je reviendrai puis. Ok, on se comprend. Okay. Allez, portez-vous bien, rentrez bien, et puis à la prochaine. Alors, je Kankama. à Balo. Oui. Ah, il y a le téléphone. Ah, donc, vous avez lu Alerte sur le tropique. Oui. Non, mais est-ce que vous vous rappelez de la page 70, je crois? Je ne retiens pas les pages, mais les ouais. idées, oui. Oui, bon, ok, les idées. Mais je ne suis pas sûr de la page non plus. Où il dit ce qu'un régime africain bien en place ferait au niveau de la religion. Parce que les gens croient que c'est quand Diop, il a dit sur nous, on doit bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Tu te souviens de la ligne ou pas? De la ligne? Non, du moins de l'idée. Je relis encore. Oui, sur la religion. Ok, bon retour. J'aimerais faire la photo. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend? Oui. Qu'est-ce qu'il veut nous prendre? Tu veux nous prendre en photo, s'il te plaît? Et le frère, il a des problèmes de vue. Ah, moi, je ne peux. Ah oui, si c'est moi, malheureusement. Pardon, vous pouvez me faire une photo? Qui peut. Ah, il n'y a personne de ça? Oui. Attends, je vais essayer de te trouver quelqu'un. Non, c'est bon. Malheureusement, moi, je ne suis pas. Je ne vais rien cacher. Je ne vais même pas savoir si je vous vis. Et le nom de famille, c'est D-I-A-M-I. Je vais vous les donner tous ici. Dami Faba. C'est monsieur Dami Faba. L'a dit Dami Faba. Oui. Alors, le mail, c'est le nom de famille. Super, merci beaucoup. Merci, grand merci. Je dois donc avec ma mère. Ah, d'accord, oui. Ça, c'est quoi? Oui, c'est les coordonnées. Je peux prendre? Oui, et même tenez deux marque-pages. C'est le marque-page de mon livre, là. C'est comme que j'ai présenté, il est à 20 €. Et ta mairie offre toutes les possibilités de paiement, espèces comme carte bancaire. Je suis presque de la maison. Oui. Je dors ici. Ah oui, d'accord. Donc, il vient de sortir, ça fait une semaine. Et ça fait suite à ma production de livres, surtout pour enfants. Oui. Les bébés en tête. Moi, je travaille beaucoup plus sur la spiritualité. D'accord. Et beaucoup plus sur la spiritualité Congo, qui est le Kingonza. C'est bien. Si vous étiez là, vous seriez plus non, je pense parce qu'il y a des jeunes qui sont... alors, ils ont dit dans l'ère bantou. Ils disaient que vous dites que l'Afrique, c'est le matriarcat, alors que dans la spiritualité bantou, le chef de famille, c'est l'homme. Donc, là, il y a eu... Oui, le chef de famille, oui, les rôles sont partagés. Même dans la spiritualité africaine en général, égyptienne et tout, c'est Maungu. Maungu, c'est l'homme androgyne. Oui. À l'origine. Oui. Et ça, on le voit avec Atoun, qui va se multiplier de lui-même et tout. Parce qu'il a la potentialité masculine et féminine. Voilà, donc il va donner l'homme et la femme. Qui vont produire, notamment dans la cosmogonie de Léopolis, on a Tefnut et Chou, qui vont donner la terre, et l'autre. Voilà, donc c'est toujours la gémellité. Dans cette gémellité du départ, on le retrouve et c'est pour ça que nous, on célèbre les jumeaux. Les jumeaux chez nous, c'est comme si c'est l'origine qui se matérialise à un moment donné. C'est-à-dire qu'on voit le dieu androgyne qui se sépare, et là, on le voit, deux enfants vont naître, et c'est des jumeaux. D'accord. Voilà. Et tout ce qui est jumeaux chez nous est célébré, mais célébré avec des rituels, des danses à simuler
la création. Ce jour-là, on va danser, les mamans sont là, les papas sont là. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien. Mais ça sera des simulations de sexe. Mais en fin de compte, c'est pas surtout une simulation de sexe, mais c'est l'énergie qui se trouve ici qu'on est en train de simuler ce jour-là. On simule ça parce que, effectivement, au niveau rituelique, on a eu quelque chose de parfait, cette gémellité. Voilà. Mais dans la suite des choses, l'homme, on va lui donner, la femme, c'est celle-là qui va être au centre de notre société africaine. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ngu Di. Le Ngu, c'est l'élément fondamental. C'est ce qui est fondamental. C'est pour ça que la maman s'appelle aussi Ngu. Mais le dieu s'appelle Mampungu. Il y a le Ngu aussi de Ngudi, de maman, de la femme. Voilà. Donc c'est ça, c'est cet aspect-là qui donne Mampungu. Mpungu, Mpu c'est la couronne, c'est comme une couronne, c'est une couronne d'ailleurs. Parfois on dit Mpu, c'est le chapeau, mais en fin de compte, c'est pas le chapeau. Ce qui est important, c'est cette cour, c'est le trou là, du chapeau, là où sort ce fluide primordial qui est le Ngu de la maman. C'est pour ça que ça s'appelle le Ngudi. Et plus loin, on trouvera aussi, par exemple, l'imputa, la plaie. Ben, on retrouve cette couronne, parce que la plaie, effectivement, ça, c'est soit un cercle, soit, mais il y a un trou. Mais c'est ce trou-là de Mpu, le chapeau de Mpu, de Mampungu. Donc, en fin de compte, c'est la couronne primordiale. C'est la femme. C'est pour ça qu'elle est au centre. Et en Kikongo, on dit, le Ngunza lui-même, cette spiritualité, celui qui pratique le Kingunza s'appelle le Ngu aussi. Ngunza. Donc, c'est Nza sur le plan manifesté, mais le Ngu là, tu le retrouves dans Mampungu qui est Dieu, donc Ngu dit qui est la maman, eh bien, Mampungu, Ngu dit, on a expliqué pour expliquer vraiment pourquoi je dis couronne au lieu de chapeau, parce que tu trouveras les gens qui te disent Mpu Kaloueti, donc il a porté un chapeau. Mais c'est pas le chapeau, mais c'est la couronne. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Mputa. Mais tous les mots de Dieu chez nous, effectivement, tu vas trouver où il est Nza. Nza, c'est toujours allusion au plan manifesté. Et Ngu dit, chez nous au Congo, Ngu dit. Donc, on va retrouver ça dans Ngunza, qui est l'adepte qui pratique le Kingunza, qui est la spiritualité Congo. Il s'appelle Ngunza. Donc, Nza, le plan manifesté, Ngu, on retrouve cette racine-là de la maman. Donc, on peut dire, Ngu, c'est le diminutif de Ngu, dit qui est maman, et donc c'est Ngu Nza. Donc, c'est la maman du plan manifesté. D'accord. C'est le Ngu. Et la maman porte ce Ngu. Donc, c'est normal que la maman soit au centre de cette société, parce que c'est sa société, en fin de compte. C'est pour ça qu'en Égypte, c'est le faiseur des rois, c'est la maman. Parce qu'elle est dans son monde, en fin de compte. Ngu Diyanza, la maman du plan manifesté. Et ce plan qui s'est manifesté, c'est elle qui est au centre. C'est pour ça qu'elle va faire faiseur de roi, le trône, avec Isis. Le trône appartient à Isis. Donc, le matriarche, le papa, effectivement, on va lui donner un rôle. Le rôle de papa, effectivement, c'est celui de chef de famille. Chef de famille dans le sens, mais il y a des chefs de famille aussi femmes. Il ne faut pas voir l'homme comme garçon, mais c'est comme si c'était un titre, une manifestation, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi chefs de famille chez nous. Est-ce que la règle c'est quand même l'homme? Est-ce que la règle oui. Non, le masculin. Oui. Voilà, c'est ce masculin et ce féminin que tu trouves à l'origine. C'est pour ça que j'ai commencé à l'origine. Chez nous, on dit, bon, en français aussi, la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied. Donc, il y a toujours ces deux trucs-là. On retrouve cette... comment dirais-je
ce dieu androgyne de l'origine. Oui. Voilà. Pourquoi chez nous, par exemple, chez les Congos, quand toi, tu veux aller te marier avec ta femme, ben, c'est papa qui va donner. C'est arrêté la caméra. Alors, c'est vrai, je suis Sova. Bonjour. C'est C'est toi qui m'as fait la photo. Je voulais te remettre. Ça va. Et oui. Tu dois demander la permission à papa pour que tu maries ta femme. Oui. Donc là, le papa de la femme. Oui, tu ne vas pas demander à sa mère. Oui, d'accord. La main, tu vas demander à son père. Oui. Si son père dit non, il n'y aura pas mariage. D'accord. La femme a la responsabilité, mais on ne lui a pas donné la responsabilité totale. Oui. C'est comme dans l'acte sexuel pour avoir un enfant. La maman, elle a tout et tout, l'enfant va rester 9 mois, oui, on est d'accord. Mais le principe actif, c'est papa qui va le mettre. La maman peut être Dieu, du machin, tout ça là, elle resterait là, mettra pas au moins si le principe actif ne vient pas. Le principe actif, on ne l'a pas mis chez la femme. Le principe actif, on l'a mis chez l'homme. Donc l'homme, s'il dit, moi je ne mets pas mon principe actif, eh ben, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas les 9 mois, les machins, tout ça. Donc papa a un grand rôle. Donc si papa dit, et que moi, je ne veux pas de ce mariage, eh ben, on ne se mariera pas. D'accord. Donc, les choses sont bien faites de façon que la femme a tout le pouvoir du plan manifesté, mais elle n'est pas toute seule. Parce qu'on sait très bien qu'il faut qu'il y ait aussi des énergies féminines et des énergies masculines. Donc, l'énergie masculine est là. Et c'est pour ça que chez nous, on l'appelle ta. Ta. Oui. Ta là, c'est le principe actif. Ta. Oui. Comme le serpent chez nous, on dit, quand il te mord, t'injecte son venin, ben on dit Nyokayeku te, le, te, ta. C'est ça. Et donc il est ta. Oui. Donc c'est lui qui inocule le principe actif qui est ta. C'est pour ça que même Dieu, on dit tata nzambi. C'est par rapport à ce venin. C'est ta, le principe actif. Donc, voilà, donc les rôles sont bien définis. C'est pour ça qu'Osiris, mort, Isis va tout faire pour chercher le corps d'Osiris, pour l'unifier et pour avoir un enfant. Ce principe actif. Parce qu'Osiris pouvait faire tout ce qu'il voulait, il n'allait pas avoir Horus, le roi du trône. Et il fallait qu'il aille chercher le corps d'Osiris, le mettre ensemble, et Djéouti, faisant la magie, parce qu'on n'a pas trouvé le pénis. Donc il fallait qu'on fasse la magie pour avoir le pénis, pour avoir ce principe actif qui va mettre Horus au pouvoir, pour que Horus puisse prendre la suite. Donc papa, il est très important. Osiris est important. Mais Osiris, après, il va aller gouverner dans le monde des morts. Mais Isis reste dans son monde. Parce que c'est elle, Ngu, dit. La maman de l'univers. Ngu dit. Voilà. Ngu dit, chez vous, c'est la vie. Non. Voilà. Dans d'autres langues, peut-être Ngu, c'est ce qui est, c'est la maman chez nous. En Kikongo. Même en Lingala, même Ngu. Mais Ngu, là, tu le trouves dans Ngu Nza, la spiritualité, les adeptes de la spiritualité Congo. C'est des Ngu Nza. Ngu Nza. Donc, c'est. Quand on dit. Ah non, c'est pas la même chose. Et Gu, c'est différent de. Gu, c'est la même chose. Ngu, c'est juste. Je ne sais pas quoi ça s'appelle. C'est le NG, c'est tout. Mais le mot, c'est Gu. Tu peux dire Gu Nza. Mais ça existe aussi en. Comme il y a le grève des trains, tout ça. Voilà. Je veux payer bagage. Oui, c'est bon. Et tu vas trouver le il y a le frère, je crois, qui va prendre, donc il va, c'est le même, il va te payer. D'accord. Ok. Bon. Il y a le Ngu, il y a le Nza. Et le Nza, c'est le plan manifesté partout. La mallette, tu veux la récupérer?